Ben, merci, parce que tu as évoqué un côté de ce vivre entre les langues qui n'était pas encore, qui n'avait pas encore été aperçu jusqu'ici, le côté enfin, du traumatisme des langues. Et en même temps, mais tu terminais en disant que c'était une sorte de, à la fois le poison et le remède, puisque c'est la menace des langues et en même temps la survie à travers les langues qu'on rencontre dans ce cas. Moi, j'étais plus beaucoup revenu à ce livre que tout le monde a lu dans les années 70. Il était en effet très, très à la mode à cause de Deleuze et Guattari. C'était au moment de l'anti-Oedipe, et puis ce colloque de New York sur la schizoculture. Donc il y avait un moment de grand intérêt pour un sens de la vie entre les langues qu'on n'a pas encore évoqué non plus ici, qui est la glossolalie, la façon de parler en même temps toutes les langues et d'aller d'une langue à l'autre. Enfin, ce qui est passionnant dans ce cas, c'est à la fois le poison et le remède que la langue. C'est aussi ça qui sans doute nous intéressait tellement dans ces années 70. Ce double aspect. Oui, oui. C'est la manière dont, parce qu'il est fracassé par la langue anglaise, il doit élaborer, à partir d'une langue étrangère, de l'étude d'une langue étrangère, un langage, une langue qui va le sauver. Et dans le choix de parler une langue étrangère, ce livre nous renvoie à cette question. Qu'est-ce qu'on désire dans une langue étrangère? En quoi aussi on désire s'éloigner ou contrer ou échapper à sa langue maternelle? C'est un exemple extrême, mais passionnant et très beau. Alors, question biographique, donc ses parents étaient des immigrants aux États-Unis, venant d'où, et le yiddish était la langue qui avait été parlée jusqu'à eux? Oui, c'est des immigrants. Ils venaient d'où? La famille? C'était des immigrants juifs de l'Est. Donc le père a vécu un peu en Russie et la mère, je crois, en Pologne. Mais ils se sont séparés très tôt, l'enfant a 4 ans, et le père parle plus très bien russe, mais il parle encore yiddish, donc c'est ce que lui demande de parler le fils. Mais le yiddish, c'était la langue familiale? Oui. Mais si j'ai bien compris, parce que c'est pas clair, la mère Brooke, elle a épousé quelqu'un qui s'appelle Samuel Brooke, je sais pas je pense qu'il était américain. Et donc elle parle anglais tout le temps. Merci beaucoup de votre belle évocation. Je voudrais, dans la suite de ce qui a déjà été proposé ou échangé, vous demander pourquoi ces 4 langues particulièrement, en dehors de l'hébreu, on commence à mieux le comprendre, pourquoi le russe et l'allemand et le français, et y a-t-il un statut spécifique du français dans la fabrication d'une langue composite? Est-ce que c'est par un intérêt pour la culture française, ou est-ce que c'est la matérialité de la langue? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur donc ce choix des 4 langues et spécifiquement du français? Oui, c'est une vraie question. Pourquoi son choix du français, qui est entier, puisqu'il écrit ces 2 livres en français? Alors que je pense que c'est peut-être parce que rien autour de lui ne lui parle du français. Et il n'a certainement aucune idée de la culture française. C'est peut-être ce qui lui paraît le plus loin de son entourage, ce qui va
le protéger le mieux de l'agression des mots anglais. J'ai pas d'explication de ça. Et le russe, bon, son père parle un peu russe, l'hébreu, voilà, et l'allemand, c'est lié au yiddish. Oui. Mais justement, la langue qui surgit comme ça, comme un météore, c'est le français. Et c'est, vous l'avez compris, c'est à cause du français qu'un jour, il part vivre à Montréal. Où il passe donc une dizaine d'années, mais il y a très très peu de repères. Il y a un livre qui est sorti il y a un an de Étienne Fabre qui s'appelle Un certain Louis Wilson et qui cherche à réunir des témoignages et ils sont très rares. Autant il y a eu, comme disait Antoine Compagnon, une effervescence et même une mode autour de Louis Wolfson, autant après, c'est la nuit. Et cette mode est parisienne. Elle est parisienne. Exclusivement. Et oui, elle est absolument parisienne. Elle est liée à... Et pour Paul Auster aussi, c'est dommage pour lui que ça soit sorti dans Connaissance de l'inconscient. Il trouve que ça... Et moi, j'ai relu la préface, bien sûr, avant cette conférence, j'ai relu la préface de Deleuze et j'ai été choquée par l'absence d'empathie, par la manière dont il prend. On était obsédé par le langage à cette époque, c'est sûr. Et il n'y a pas une seule attention à l'immense souffrance qui dirige ses écrits, et aussi l'acte presque d'héroïsme à réussir à aller jusqu'au bout de cette élaboration qui va quand même donner un livre, et aussi toute son énergie de correspondance. C'est inouï, je trouve. Mais c'est l'absence de... Parce que c'est à la fois... là, je l'ai présenté sur ce mode, mais c'est aussi le roman d'un quotidien de quelqu'un qui ne saisit qu'une toute petite parcelle du réel, mais qui, avec cette petite parcelle, continue d'habiter. Oui. Oui, alors je ne sais pas si à l'époque on a fait le rapport avec l'homme au loup, parce que son nom c'est Fils de loup, et la langue russe, évidemment, pour ceux qui n'auraient pas lu le texte de Freud, psychanalyste un patient en langue allemande, et puis petit à petit, il s'aperçoit que en fait, le patient parle une autre langue que l'allemand en faisant des traductions inconscientes, par des jeux de mots interlinguistiques. Et alors c'est drôle que son nom, c'est Fils de loup. Oui. Parce que, alors je ne sais pas si le livre était édité à l'époque, le journal de l'homme au loup, dans 5 psychanalyses, et puis il y a eu aussi des Torok et Abraham qui ont fait une chose qu'ils appellent le verbier de l'homme au loup, qui a été préfacé par Derrida, où il y a tout un travail sur des jeux de mots interlinguistiques inconscients. Je ne connais pas, je connaissais de nom ce personnage, mais le fait qu'on ait mentionné le russe, et puis j'aime bien les noms propres, ça m'a vraiment frappé. C'est vrai, c'est très très troublant, Wolfson. Et à un moment, dans le Schizo et les langues, il se demande comment traduire en une autre langue Wolf. Parce que, comme je l'ai indiqué, dans l'ensemble, il ne se soucie pas du tout du sens. Sa technique fait qu'il n'entend plus les sons meurtriers, mais aussi qu'il est libéré du sens, de la signification, de tout ce que les situations peuvent avoir de pénible. Et le livre avance de chapitre en chapitre, et il est centré sur un épisode.
Alors ce peut être un épisode linguistique, mais c'est aussi très souvent un épisode de ses aventures quand il sort dans la rue, quand il rencontre quelqu'un. Il y a un chapitre très étonnant sur une rencontre avec une prostituée. Et ce qui est caractéristique de lui, c'est qu'il cherche à tout dire et à vraiment cerner ce qui vrille, ce qui lui a fait mal. Il n'élude pas du tout. Donc c'est un mélange de non-sens et de choc avec le poids douloureux. Mais en le relisant librement, comme ça, j'ai vraiment été captivée. Merci. Encore une question, tu l'as dit peut-être, mais comment ce texte est arrivé chez Gallimard? Alors il l'a posté, il a été reçu par, le texte a été reçu par Queneau et Pantalis, et c'est Queneau qui l'a fait passer au temps moderne, qui l'ont publié tout de suite en 63. Donc. Et ensuite, il y a eu beaucoup de pourparlers au conseil de lecture, au comité de lecture, pour est-ce qu'on l'accepte ou pas, dans quelle collection. Mais pourquoi l'envoyait-il à Gallimard? Comment il a su? Oui, d'où tombait Gallimard? C'est étrange, mais il écrivait aussi au président des États-Unis, il écrivait beaucoup. Et il l'envoyait à beaucoup d'endroits. Oui. Mais peut-être il l'envoyait directement chez Gallimard. Peut-être il a regardé quelle était la... Parce que j'ai l'impression qu'il était très seul. À ce moment-là, il ne connaissait pas tous ces gens, Lothinger, tout ça. Donc il a vraiment fait ça tout seul, je crois. C'est pas étonnant. Et encore une question, le français l'a-t-il appris tout seul? Oui, alors il étudiait avec des enregistrements. Sans jamais d'enseignement de cours? Non. Toute sa stratégie, c'est pour éviter le contact avec des êtres humains. D'ailleurs, tu t'en souviens peut-être, hein, il y a un très beau chapitre où sa mère voudrait qu'il cause avec des ouvriers qui sont à côté de son jardin dans le Queens, et elle veut un peu tester s'il peut parler français. Et il n'a pas envie, mais bon, il le fait quand même, peut-être pour lui faire plaisir ou pour voir aussi s'il en est capable. Et il sort et il dit « Qui est là ?» Donc c'est un français qui, pas pour la communication. Mais il y a une anecdote que rapporte justement Étienne Fabre dans son livre à propos de Sylvain Lothinger et du colloque Schizoculture. Une anecdote rapportée par Sylvain Lothinger, qui était prof à ce moment-là à Columbia. Il dit qu'il avait donné rendez-vous au Schizo dans une librairie de Upper West Side, et ils avancent assez laborieusement en français, et tout d'un coup, Louis Wolfson lui dit « Mais parle anglais, ça sera plus rapide. » Parce que c'est quelque chose aussi qui rend la lecture possible et non étouffante, c'est les pointes d'humour qui sont réelles. Par exemple, à un moment, il est avec son père dans un jardin public parce qu'il constate que le père, qui est plus ou moins vagabond aussi, peut pas payer et entrer dans un restaurant ou encore moins dans un café parce que ça coûte trop cher. Donc il s'aperçoit qu'il est assez loin dans un parc et il dit à un moment, le père dit « Mais rapprochons-nous ». Et Louis Wolfson commente « C'est vrai qu'être avec un fou, ça peut être assez dangereux ». Donc, et le coup de génie, c'est évidemment de se dénommer lui-même le schizo.
Oui, je voulais prolonger la question que nous avons Antoine tout à l'heure. Quelle est la réception de Wolfson aux États-Unis au moment où il y a le colloque en France, où Guattari, Deleuze, Foucault, tout le monde s'occupe où toute cette question du schizo est si présente dans la réflexion française, dans le cas du lacanisme bien d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis à ce moment-là? On sait que Wolfson existe, on s'intéresse à lui? Non. Non du tout. D'abord, c'est vraiment en français. Il y a eu toute cette question de est-ce que c'était traduisible en anglais. Lui-même, je crois, s'y oppose, mais beaucoup plus tard, il y a eu un début de traduction en russe. Mais à ce moment-là, à nouveau, il a d'autres ajouts immenses et même un autre texte à proposer. Donc, au fond, pour lui, il n'est pas question que le texte soit arrêté sous la forme définitive d'un livre. Et je l'ai à peine effleuré quand j'ai dit au début que la conversation avec des planètes étrangères l'obsédait, ça va être son idée fixe. Et que, à partir de ces planètes, arrivent des armes qui permettent d'anéantir notre planète. L'idée qui va de plus en plus l'obséder, je crois, d'après les témoignages que j'ai eus sur le livre et sur le film, c'est la destruction totale. Mais la seule trace que j'ai trouvée de la réception, ou en tout cas d'une attention à l'œuvre de Wolfson aux États-Unis, c'est ce texte de Paul Auster qui était dans le New Yorker. C'est un très beau texte, c'est 6-7 pages. Mais Paul Auster était étudiant à Columbia. Mais oui, mais voilà. Et du département de français. Voilà. Donc c'est parfaitement cohérent. Donc il était au colloque Schizoculture probablement, de sa génération. Exactement. Étais-tu à ce colloque? Non, je suis arrivée quelques mois après. Et toi? Non, je suis arrivé. Non, je n'étais pas aux États-Unis en cette année-là. Mais Silver Letringer a été très longtemps mon collègue à Columbia. Et oui. Et c'était son créneau, la schizoculture. Oui. Ouais, Louis Wolfson a donné un texte pour... Il a refusé de lire un texte pendant le colloque, mais il a donné un texte à Sémiotex, je crois. Voilà, j'ai une question, s'il vous plaît. Je ne connaissais absolument pas cette personne-là, Louis Wolfson, avant de vous entendre. Ma question est très prosaïque. Savez-vous comment est-ce qu'il a pu, après le décès de sa mère, vivre avec sa pathologie de manière indépendante au quotidien, ne serait-ce que d'un point de vue financier, interaction avec les personnes, où il a été interné toute la fin de sa vie? Non, alors, ça c'est un des sujets d'étonnement pour moi. Il est interné plusieurs fois, jamais très longtemps, ou bien il s'évade, ou bien sa mère le reprend. Et à partir de la mort de sa mère, en 1977, il n'a plus de lieu fixe. Il a juste une petite pension. Au départ, c'était $40, je crois. Il n'a rien pour survivre, donc il est plus ou moins mendiant. Il a quand même cette pension. Et il va habiter dans des asiles comme tous les vagabonds. Il est vagabond. Et il est très intelligent, c'est évident. Il arrive à échapper à l'internement. C'est quand même un exploit. Il est extrêmement intelligent et extrêmement méfiant, à la limite paranoïaque. Et c'est ça aussi qui rend très difficile tous les... Moi, je connaissais bien l'écrivain Ludovic Janvier, qui avait aussi quelque chose comme une amitié avec Louis Wolfson. Et Louis Wolfson l'appelait, mais c'était impossible. Bon, c'est ça la schizophrénie, c'était impossible de nouer quelque chose. Et d'ailleurs, Duccio Fabri
pour faire ce film, il a mis des années d'approche, de correspondance. Et alors qu'il a accepté, que Louis Wolfson a accepté, il arrive avec sa caméra, son équipe et tout, et Louis Wolfson lui ferme la porte au nez. Mais il revient et il finit par faire ce film. Mais il y a ce tragique de l'extrême solitude et de n'avoir confiance en personne. Mais moi, je trouve aussi passionnant le second livre, écrit donc à la première personne, que le premier. Merci pour cette belle conférence. Je voulais savoir si, est-ce que dans son livre, est-ce qu'il explique les causes de sa stratégie d'évitement de l'anglais? Est-ce que c'est parce qu'il a été en contact avec cette langue et que ça lui a révélé ses problèmes psychiatriques et sa souffrance? Ou est-ce qu'il y a une analyse et est-ce qu'il y a a posteriori des analyses, des commentaires de spécialistes pour essayer de comprendre cet évitement et cette stratégie de fuite par des langues, je ne sais pas si on peut parler de fuite, mais par des langues comme le russe, l'hébreu, et voilà, et le français, bon, et l'autre langue. Voilà. Donc, est-ce que c'est expliqué ça en quelque sorte? Parce que est-ce qu'il explique les symptômes, qu'est-ce qu'il ressent au contact de la langue anglaise? Voilà, c'est ça que je ne comprends pas. Lui-même, dans le schizo et les langues, est extrêmement précis. La langue anglaise lue lui est pénible, mais entendue, et je reviens par la voix de sa mère, alors là, elle est intolérable. Donc, j'aurais tendance à penser que c'est dans la relation extrêmement ambivalente qu'il entretient avec sa mère. Et il est intéressant que le titre du livre suivant, c'est « Ma mère musicienne », alors que le schizo et les langues est énormément autour des sons, des bruits qui entourent la mère, le tintamarre qu'elle fait, la radio qu'elle écoute, les chansons. Donc j'ai l'impression que c'était quelque chose entre amour et haine, et dans ce lieu, dans cet espace très clos qui était la relation de haine, mère-fils. Puisqu'il y a des spécialistes dans la salle, est-ce qu'il pourrait y avoir une forme d'analogie avec ce qu'on appelle la misophonie, c'est-à-dire les gens qui ne supportent pas, enfin, je ne suis pas spécialiste, mais vous connaissez peut-être cette maladie, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne supportent pas les bruits, alors parfois ça peut être par des gens qui connaissent, etc. Donc, le moindre borborigme, le moindre grattement de glotte peut être l'objet d'une énorme, comme une agression. Voilà. Ah. Je ne sais pas si ça vous parle, enfin. Voilà. C'est sûr, la misophonie. C'est sûr, c'est que les sons lui font un effet d'agression. Et le paradoxe, c'est que on apprend des langues pour parler dans d'autres pays, pour faire d'autres rencontres, et lui va apprendre des langues pour solidifier son système de surdité. Ça, c'est quand même l'extrême inverse. Et il le dit lui-même, à force d'écouter, d'être constamment en train d'écouter la radio, ou d'avoir les oreilles bouchées, parce qu'aussi il se bouche les oreilles dès qu'il sent une menace s'approcher, il s'est rendu lui-même assez sourd. Au fond, c'est un système de surdité. Pour lui, l'apprentissage des langues, c'est perfectionner un système de surdité. Je crois qu'on va te remercier d'avoir ouvert ce continent qui manquait jusque-là dans la série. Et
Et c'était très bien de nous rappeler cette curiosité des années 70 pour ce livre qui, je suppose, n'est plus disponible aujourd'hui, même en français. Je ne sais pas. Je dirais que oui, peut-être. Ah oui, peut-être. Je vais vérifier. Et je voudrais rappeler que tu es disponible pour dédicacer ton dernier livre qui vient de paraître aux éditions du Seuil et qui reprend un certain nombre de portraits de femmes qui avaient ébauché dans le monde il y a quelques années. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.